15 stars que tout le monde admirait, mais qui ont quitté ce monde dans un silence glaçant. Derrière les projecteurs, la gloire et les sourires, certains ont tiré leur révérence sans qu'aucune main ne soit là pour les retenir. Voici les adieux solitaires les plus bouleversants du cinéma et de la chanson. Numéro 1, Marilyn Monroe. Dans la nuit du 4 au 5 août 1962, à Brentwood, en Californie, la maison de la plus célèbre actrice du monde est plongée dans le silence. Les lumières sont allumées, les rideaux tirés, mais personne ne répond. À l'intérieur, Marilyn repose sur son lit, le téléphone à portée de main, un calme étrange règne dans la pièce. Le monde ne le sait pas encore, mais c'est la fin d'un mythe. Ce soir-là, elle devait rejoindre des amis, mais elle a préféré rester seule. Ses appels avec le psychiatre et la gouvernante se succèdent jusque tard. Vers minuit, le téléphone cesse de sonner. La gouvernante, inquiète, aperçoit une lumière sous la porte de la chambre fermée. Elle ne tente rien avant l'aube. À 3 heures, elle appelle le docteur. À 3h30, on découvre Marilyn, inanimée, dans une atmosphère d'une paix presque irréelle. Les autorités arrivent peu après. Sur la table de chevet, plusieurs flacons de comprimés vides. Le médecin conclut à une surdose volontaire de barbiturique. L'Amérique est sous le choc. Les journaux du monde entier se ruent sur la nouvelle. Et la France, qui l'adorait depuis certains l'aiment chaud, pleure comme si elle avait perdu l'une des siennes. Les magazines parisiens affichent son sourire sur toutes les couvertures. Les critiques rappellent ses voyages à Paris, ses rencontres avec Cocteau et Cartier-Bresson, sa fascination pour la culture française. Mais derrière cette image radieuse se cachait une femme fatiguée. Ses mariages brisés, ses insomnies, sa peur constante de ne plus être aimée. Elle écrivait dans ses carnets des phrases pleines de doute et de solitude. Le succès mondial ne lui offrait plus de réconfort. Même entourée, elle se sentait invisible. Le soir de sa disparition, aucun ami proche n'était auprès d'elle. Les voisins n'ont rien entendu, aucun cri, aucune agitation. Le jour suivant, le 5 août, les radios françaises interrompent leur programme pour annoncer la nouvelle. À Paris, des fans déposent des roses au pied de l'affiche géante de Niagara sur les champs, Élysée. Le mythe Monroe se fige à jamais à 36 ans. Une femme célébrée pour sa beauté, et son rire quitte la scène dans le silence le plus total, sans main à serrer, sans regard pour lui dire adieu. Sa mort laisse derrière elle une question obsédante, comment la plus désirée du monde a-t-elle pu partir si seule? Numéro 2, Dalida. Dans la nuit du 2 au 3 mai 1987, la maison de la rue d'Orchamps, au sommet de Montmartre, reste étrangement silencieuse. Les fenêtres sont closes, la lumière du salon allumée, et la voiture garée devant la porte. À l'intérieur, Dalida a déjà quitté ce monde depuis plusieurs heures. La chanteuse adorée des Français s'est éteinte seule, dans le calme de sa chambre, laissant derrière elle un simple mot « La vie m'est insupportable, pardonnez-moi ». La veille, elle avait dîné avec un ami proche, puis était rentrée chez elle vers minuit. Elle semblait fatiguée mais souriante. Personne n'imaginait que c'était la dernière fois qu'on la verrait vivante. Au matin, son corps est découvert par son entourage, inanimé sur le lit. À côté, quelques flacons vides. Le choc est immense. La nouvelle traverse Paris en quelques heures. Les radios interrompent leur programme, les journaux titrent sur la disparition de la femme qui avait fait danser plusieurs générations. Dalida n'était pas seulement une chanteuse, elle était une icône. Sa voix, son regard, son élégance avaient marqué l'âme de la France. Née au Caire, venue à Paris avec des rêves plein la tête, elle avait conquis le cœur du public avec Bambino, Gigi Lamoroso, Parole. Mais derrière le sourire radieux se cachait une existence fragile. Elle avait connu plusieurs drames intimes, des pertes successives, des amours qui s'éteignaient. Ses amis racontent qu'elle se sentait usée, épuisée par les projecteurs et la solitude qui les suivait toujours. Le jour de ses obsèques, des milliers de personnes se rassemblent au cimetière de Montmartre. Des fans, des artistes, des anonymes, tous venus dire adieu à celle qui, toute sa vie, avait offert la joie aux autres. Mais ce jour-là, personne ne pouvait ignorer le contraste terrible, une femme aimée de tous, partie seule dans le silence de la nuit. Paris pleure. Les radios rediffusent ses chansons, les cafés de Pigalle et de Saint-Germain passent ses disques sans arrêt. Les larmes coulent sur les paroles qu'elle avait souvent chantées comme une prémonition. Dalida repose désormais à quelques mètres seulement du Moulin Rouge, entourée de fleurs et de lumière. Pourtant, dans la mémoire collective, son départ reste l'un des plus douloureux.
un rappel cruel que même les étoiles les plus brillantes peuvent s'éteindre dans la solitude. Si cette histoire vous a touché, dites en commentaire quelle chanson de Dalida reste gravée dans votre cœur, celle qui vous fait encore vibrer aujourd'hui. Numéro 3. Romy Schneider. Le 29 mai 1982, dans son appartement du 16e arrondissement de Paris, Romy est retrouvée sans vie sur le canapé du salon. Les rideaux sont à demi tirés, un verre de vin sur la table, un carnet ouvert à côté. L'actrice adorée de tout un peuple s'est éteinte dans le silence, sans témoin, sans dernière parole. Elle n'avait que 43 ans. La veille, elle avait dîné avec un ami proche, évoquant ses projets de cinéma, mais son regard semblait déjà ailleurs. Depuis la disparition tragique de son fils quelques mois plus tôt, elle ne parvenait plus à retrouver le goût de vivre. Ses amis savaient qu'elle était épuisée, mais aucun ne pouvait imaginer que la fin serait si proche. Ce matin-là, c'est son compagnon de l'époque qui découvre la scène et prévient les secours. Le rapport médical parle d'un arrêt cardiaque, probablement lié à un mélange d'alcool et de médicaments. La nouvelle frappe la France en plein cœur. Les journaux parisiens publient ses photos en une, les chaînes de télévision diffusent ses films, et tout le pays s'arrête un instant pour pleurer celle qu'on appelait « notre Sissi ». Mais Romy n'était plus la princesse lumineuse des débuts. Derrière ses yeux bleus et son sourire tendre, elle portait le poids d'une vie marquée par les drames, les ruptures et les deuils successifs. Elle avait connu très tôt la gloire, d'abord en Allemagne, puis en France, où le public l'avait immédiatement adoptée. Sa beauté et sa sincérité à l'écran touchaient chaque spectateur. Pourtant, plus le succès grandissait, plus la solitude s'installait. Les plateaux de tournage devenaient parfois ses seuls refuges. Elle y retrouvait un sens à sa vie, loin des fantômes du passé. Mais la douleur ne la quittait jamais vraiment. Le jour de ses funérailles, des centaines de personnes se pressent au cimetière de Boissy sans avoir, dans les Yvelines, ses proches, ses collègues, mais aussi de simples admirateurs. Beaucoup pleurent en silence, certains murmurent encore des répliques de ses films les plus célèbres. Le ciel est couvert, une pluie fine tombe, comme un voile sur la dernière image de celle qui avait tant ému les Français. Romy Schneider demeure aujourd'hui une figure éternelle du cinéma européen. Sa disparition reste un mystère empreint de douceur et de tristesse, le symbole d'une vie où le talent, la beauté et la douleur se sont mêlés jusqu'au dernier souffle. Paris se souvient encore de cette femme qui avait tout pour être heureuse, mais qui, au fond, n'a jamais cessé d'être seule. Numéro 4. Jeanne Moreau. Le 31 juillet 2010 à 7, dans son appartement du 8e arrondissement de Paris, la porte reste close plus longtemps que d'habitude. Sa femme de ménage, inquiète, frappe à plusieurs reprises. Aucune réponse. À l'intérieur, Jeanne repose paisiblement, comme endormie. La grande dame du cinéma français s'est éteinte seule, sans bruit, à 89 ans. La veille, elle avait parlé brièvement au téléphone avec un ami producteur. Sa voix était calme, légèrement fatiguée. Elle vivait seule depuis plusieurs années, entourée de livres, de photos et de souvenirs de tournage. Le matin du drame, Paris s'éveille sans se douter qu'une page entière de son histoire vient de se tourner. Les secours, arrivés peu après, ne peuvent que constater son départ. Les médias annoncent la nouvelle dans la journée. En quelques heures, les hommages affluent. Le président de la République salue une « légende absolue du cinéma français ». Les journaux rappellent qu'elle fut la muse de Louis Malle, de François Truffaut et d'Orson Welles. Mais derrière les projecteurs, Jeanne avait toujours cultivé la discrétion. Elle détestait l'idée d'être une idole. Elle voulait seulement être une actrice libre, indépendante, fidèle à ses convictions. Jeanne Moreau avait connu tous les sommets. Ascenseur pour l'échafaud, Jules et Jim, La Note, chaque rôle marquait une époque. Son regard, sa voix grave, son intelligence, tout fascinait. Pourtant, malgré le respect universel, elle avait choisi la solitude comme compagne. Elle disait souvent que la célébrité ne remplaçait jamais la chaleur humaine. Ses proches savaient qu'elle préférait le silence aux mondanités. Les jours suivants, Paris rend hommage. Devant son immeuble, les passants déposent des fleurs, des lettres, des affiches de ses films. Les cinémathèques rediffusent ses œuvres, les salles obscures pleines d'émotions. Le monde du cinéma s'incline, conscient que la génération dorée du 7e art vient de perdre sa dernière reine. Son enterrement a lieu dans l'intimité au cimetière du Père-Lachaise, non loin d'autres géants du cinéma. Quelques amis fidèles, quelques proches, et un grand nombre d'anonymes venus saluer celle qui avait tant inspiré. Le ciel de Paris, ce jour-là, est d'un gris tendre, presque poétique, comme pour lui offrir une dernière scène.
Jeanne Moreau reste aujourd'hui le symbole d'une liberté artistique rare et d'une élégance indomptable. Sa mort paisible, sans témoin, semble à l'image de sa vie, forte, secrète et sincère. Une femme qui avait tout connu, tout compris, et qui, au dernier instant, a choisi de s'en aller seule, dans le silence de sa propre légende. Numéro 5. Maria Callas. Le 6 septembre 1977, à Paris, le téléphone sonne dans le vaste appartement de l'avenue Georges Mandel. Personne ne décroche. À l'intérieur, la plus grande voix du XXe siècle repose immobile, seule, dans la chambre qu'elle occupait depuis des années. Maria Callas s'est éteinte d'une crise cardiaque à l'âge de 53 ans, dans la solitude la plus totale. Depuis sa retraite de la scène en 1975, la diva vivait recluse. Les rideaux de son appartement restaient souvent tirés, les visites rares. Elle passait ses journées à écouter ses anciens enregistrements, à lire, parfois à pleurer en silence, en repensant à l'amour perdu d'Aristote Onassis. Ses proches racontent qu'elle refusait les invitations, les hommages, qu'elle préférait se retirer du monde plutôt que d'affronter la nostalgie. Le matin du drame, sa fidèle gouvernante remarque que la porte de la chambre est restée fermée plus longtemps que d'habitude. En entrant, elle découvre Maria inanimée. Les secours sont appelés, mais il est déjà trop tard. La nouvelle se répand rapidement dans tout Paris. Les journaux annoncent la disparition de la Divina, celle qui avait bouleversé l'opéra mondial par son intensité, sa technique et sa fragilité humaine. La France, qui l'avait adoptée depuis ses triomphes à l'Opéra de Paris, lui rend un hommage immédiat. Les radios diffusent Casta Diva, Tosca, Norma. Dans les rues, les mélomanes se souviennent de ses soirs de gloire, de sa silhouette fine vêtue de noir, de son regard mélancolique sous les projecteurs. Pour beaucoup, elle incarnait la passion pure, la perfection tragique. Maria Callas avait tout connu. Les ovations interminables à la Scala de Milan, les rivalités avec Renata Tebaldi, la romance flamboyante avec Onassis, la chute douloureuse quand il la quitta pour Jackie Kennedy. Chaque étape de sa vie semblait écrite comme un opéra, avec ses triomphes et ses larmes. À la fin, elle ne voulait plus de scène, plus d'applaudissements. Elle voulait seulement le silence. Ses funérailles ont lieu quelques jours plus tard, dans la plus stricte intimité, à l'église grecque orthodoxe de la rue Georges Bizet. Seuls quelques amis et collègues assistent à la cérémonie. L'urne contenant ses cendres sera plus tard dispersée dans la mer Égée, selon sa volonté. Maria Callas quitte la vie comme elle l'a vécue, entre grandeur et solitude. Une femme d'une intensité rare, qui a tout donné à l'art jusqu'à s'y perdre. Paris se souvient encore de ce jour où le silence a remplacé sa voix, ce jour où la musique a cessé de respirer. Numéro 6. Robin Williams. Le 11 août 2014, en Californie, la maison de l'acteur reste plongée dans un silence inhabituel. Sa femme, rentrée plus tôt, découvre les pièces vides, la lumière allumée dans le couloir. Dans la chambre, Robin Williams ne bouge plus. Le monde perd ce jour-là l'un de ses plus grands artistes, celui qui savait faire rire et pleurer dans la même phrase. La veille, il avait parlé au téléphone avec des amis. Sa voix semblait fatiguée, mais rien ne laissait présager le drame. Depuis plusieurs mois, il luttait contre une maladie neurologique méconnue qui l'épuisait moralement et physiquement. Il vivait à l'écart, loin du tumulte d'Hollywood, dans une maison entourée d'arbres, cherchant la paix qu'il ne trouvait plus. Le matin du 11 août, son assistante entre discrètement après plusieurs appels restés sans réponse. La scène qu'elle découvre bouleverse à jamais ceux qui l'aimaient. Les secours arrivent peu après, mais tout est déjà terminé. En quelques heures, la nouvelle fait le tour du monde. À Paris, les chaînes de télévision interrompent leur programme. Les Français, qui avaient grandi avec Madame Doubtfire, Le Cercle des Poètes Disparus et Good Morning Vietnam, pleurent comme s'ils avaient perdu un ami proche. Robin Williams avait cette capacité rare de transformer la douleur en humour. Derrière chaque sourire qu'il offrait, se cachait une sensibilité extrême. Sur les plateaux, il improvisait sans relâche, donnant tout de lui, comme s'il savait que la joie devait être partagée avant qu'elle ne s'éteigne. Ses collègues racontent qu'il restait souvent seul entre les prises, les yeux perdus dans le vide, puis revenait sur scène avec une énergie inépuisable. Ses funérailles se déroulent dans l'intimité, selon les vœux de sa famille. Quelques semaines plus tard, ses cendres sont dispersées dans la baie de San Francisco, ce lieu qu'il aimait tant. Les hommages affluent de toutes parts. Les studios, les fans, les présidents, tous saluent l'homme au grand cœur. À Paris, des spectateurs déposent des fleurs devant les cinémas où ses films sont encore projetés. Les réseaux se remplissent de messages de gratitude,
de souvenirs d'enfance, de rires qu'il avait semés, Robin Williams reste pour beaucoup l'incarnation de la bienveillance et de la créativité pure. Le 11 août 2014 restera gravé dans la mémoire du cinéma mondial. Ce jour-là, la comédie a perdu son plus tendre visage. Si cette histoire vous a ému, écrivez en commentaire le rôle de Robin Williams qui a marqué votre vie, celui que vous n'oublierez jamais. Numéro 7, Heath Ledger. Le 22 janvier 2008, à New York, la lumière de l'appartement du quartier de Soho reste allumée toute la journée. Le téléphone sonne sans qu'aucune voix ne réponde. Vers l'après-midi, la femme de ménage découvre le corps de l'acteur allongé sur le lit, paisible, comme endormi. Heath Ledger vient de partir, seul, à seulement 28 ans. Ce matin-là, il devait se rendre à un rendez-vous professionnel. Il travaillait sur plusieurs projets à la fois et venait d'achever le tournage de The Dark Knight, un rôle qui lui avait demandé une immersion totale. Ses proches racontent qu'il dormait très peu, à peine quelques heures par nuit, hanté par les personnages qu'il incarnait. Il prenait des médicaments pour calmer ses insomnies et son anxiété, un mélange dangereux qui allait lui coûter la vie. Lorsque les secours arrivent, il est déjà trop tard. Sur la table, plusieurs flacons de médicaments prescrits. L'enquête conclura à une intoxication accidentelle. Le monde du cinéma est sous le choc. En quelques heures, la nouvelle envahit les chaînes de télévision, les journaux, les réseaux du monde entier. À Paris, les cinéphiles se rassemblent devant le cinéma Le Champeau pour lui rendre hommage. Les visages sont graves. Personne ne veut croire qu'un tel talent puisse disparaître si tôt. Heath Ledger était devenu une légende avant même de quitter ce monde. De Brokeback Mountain à The Dark Knight, il avait imposé un style unique, intense et vulnérable à la fois. Son interprétation du Joker restera gravée dans l'histoire du cinéma. Les critiques français le comparaient déjà à Marlon Brando et à James Dean, ses comètes fauchées trop tôt. Sa vie privée restait discrète. Il vivait entre New York et Sydney, partageant son temps entre sa fille Mathilda et les tournages. Ses amis disaient qu'il adorait dessiner, jouer de la guitare et cuisiner pour ceux qu'il aimait. Mais le poids du travail, les nuits blanches et la recherche constante de perfection l'avaient peu à peu isolé. Le 28 janvier, ses funérailles ont lieu à Perth, en Australie. Des milliers de fans déposent des fleurs et des lettres. Les acteurs du monde entier saluent un artiste rare, sincère, incapable de tricher. Heath Ledger reste dans la mémoire collective comme un symbole de passion et de fragilité. Son départ a laissé un vide immense, l'image d'un jeune homme qui avait tout pour durer, mais que la solitude et la fatigue ont emporté trop vite. Paris se souvient encore de son sourire timide et de ce regard intense qui ne s'éteindra jamais. Numéro 8, Kurt Cobain. Le 5 avril 1994, à Seattle, le ciel est gris, la pluie tombe sans fin sur la maison du quartier de Lake Washington. À l'intérieur du garage transformé en studio, Kurt Cobain s'éteint dans un silence total. Il n'a que 27 ans. Pendant plusieurs jours, personne ne sait ce qui s'est passé. Ce n'est que le 8 avril qu'un électricien venu installer un système découvre son corps. Le monde du rock bascule dans la stupeur. La nouvelle se répand à une vitesse folle. À Paris, les radios spécialisées interrompent leur programme pour annoncer la disparition du leader de Nirvana. Les fans se rassemblent devant les disquaires, les larmes aux yeux, incapables de comprendre comment un artiste si jeune et si admiré a pu disparaître ainsi. Kurt Cobain avait toujours été un homme fragile derrière l'image du rebelle. Né dans une famille modeste de l'État de Washington, il avait trouvé dans la musique un refuge. Ses paroles sincères, pleines de douleur et de vérité, avaient touché une génération entière. Mais le succès fulgurant de Nirvana, les tournées, les interviews et la pression des médias l'avaient peu à peu isolé. Il cherchait la paix dans la solitude, fuyant les projecteurs qu'il n'avait pourtant jamais vraiment désirés. Les semaines précédentes avaient été marquées par une fatigue profonde. Il s'était isolé dans sa maison, éloigné de tout contact. Certains amis avaient tenté de le joindre, sans succès. Le jour de sa mort, il avait laissé une lettre à sa famille et à ses fans, pleine de gratitude et de tristesse. Le ton de ses mots révélait une lassitude immense. Lorsqu'on annonce la tragédie, le monde entier s'arrête. Les vigiles improvisés se multiplient, les bougies s'allument sur les trottoirs de Seattle, de Londres, de Paris. Les radios passent Smells Like Teen Spirit en boucle. Les messages affluent, mêlant admiration et incompréhension. Kurt Cobain repose aujourd'hui dans la mémoire collective comme un symbole d'une époque, celle des années 90, où la jeunesse rêvait de liberté et d'authenticité. Son visage mélancolique, ses cheveux épars,
sa voix rauque reste gravée dans le cœur de millions de fans. Le 5 avril 1994 n'est pas seulement la fin d'un artiste, mais la disparition d'un cri générationnel. Derrière la légende du grunge, il y avait un homme simple, sensible, qui voulait aimer et être compris. Sa musique continue de parler pour lui, comme un écho éternel à une solitude que personne n'a su apaiser. Numéro 9. Philip Seymour Hoffman. Le 2 février 2014, à New York, dans un appartement du quartier de Greenwich Village, la porte reste close plus longtemps qu'à l'habitude. Un ami inquiet décide d'entrer. À l'intérieur, Philip Seymour Hoffman repose sur le sol du salon, seul, sans bruit, comme s'il dormait. Le monde du cinéma perd ce jour-là l'un de ses plus grands comédiens, à seulement 46 ans. La veille, il avait parlé brièvement avec des amis de théâtre. Il semblait concentré sur un nouveau rôle, mais fatigué. Depuis plusieurs mois, il se battait contre des troubles personnels et physiques qui l'avaient éloigné de la scène. Malgré le soutien de ses proches, il s'était isolé dans son appartement, préférant le silence aux mondanités. Ce matin du 2 février, l'appel d'un ami sans réponse déclenche l'inquiétude. Quelques heures plus tard, la découverte de son corps plonge Hollywood et le monde entier dans la tristesse. Les autorités confirment rapidement la cause accidentelle liée à un mélange de substances. Le choc est immense. La presse française consacre des pages entières à sa mémoire. Le public hexagonal, qu'il avait adoré dans Truman Capote, The Master et Before the Devil Knows You're Dead, se souvient d'un acteur capable d'incarner toutes les douleurs humaines. Philip Seymour Hoffman avait cette rare faculté de disparaître derrière ses personnages. Il pouvait être un écrivain fragile, un prêtre tourmenté, un manipulateur brillant. Son jeu, d'une intensité presque dérangeante, le plaçait parmi les meilleurs de sa génération. Pourtant, derrière ce talent absolu, se cachait un homme sensible, discret, souvent en proie au doute. Ses collègues disaient qu'il donnait tout sur scène, au point d'oublier de se protéger. Le monde du cinéma rend hommage. À Paris, la Cinémathèque programme une rétrospective de ses films. Les critiques évoquent sa carrière trop courte, sa présence magnétique, sa voix profonde. Les spectateurs redécouvrent son regard sincère, sa capacité à rendre chaque rôle vivant, humain, inoubliable. Ses funérailles se déroulent quelques jours plus tard à l'église Saint-Ignace de Loyola, à Manhattan. Des centaines de personnalités viennent se recueillir. Meryl Streep, Cate Blanchett et Julianne Moore pleurent en silence. Le cortège quitte l'église sous un ciel d'hiver froid et gris, comme si la ville elle-même se couvrait de deuil. Philip Seymour Hoffman laisse derrière lui l'image d'un artiste total, exigeant et vulnérable. Sa disparition rappelle combien les plus grands, malgré le succès, peuvent être seuls face à eux-mêmes. Son absence résonne encore comme une note suspendue, un dernier souffle de vérité dans un monde d'illusions. Numéro 10, Claude François. Le 11 mars 1978, à Paris, la matinée commence comme toutes les autres. Dans son appartement de l'avenue des Ternes, Claude François se prépare pour un tournage prévu l'après-midi. Vers midi, un bruit sourd retentit. Quelques minutes plus tard, son entourage découvre l'artiste étendu dans la salle de bain. Le chanteur préféré des Français vient de s'éteindre, seul, à 39 ans. Quelques heures auparavant, il répétait une nouvelle chanson. Il parlait déjà d'un spectacle prévu à l'Olympia. Rien ne laissait présager le drame. Il avait travaillé tard la veille, perfectionniste comme toujours, vérifiant chaque détail de ses enregistrements. Ce matin-là, en voulant corriger un défaut sur une lampe murale, le destin a frappé. Les secours arrivent rapidement, mais il est trop tard. La nouvelle se répand dans tout le pays en quelques minutes. Les radios interrompent leurs émissions, la télévision diffuse des images d'archives. Paris s'arrête. Les fans se rassemblent devant son immeuble, en larmes. Dans les vitrines des disquaires, ses albums s'arrachent. En quelques heures, Claude François devient une légende. Né en Égypte, arrivé en France dans les années 50, il avait conquis le public avec son énergie, son charme et ses refrains entraînants. De Belle 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 à Alexandrie Alexandra, il avait fait danser toute une génération. Son sens du spectacle, sa rigueur et son élégance avaient fait de lui un modèle d'ambition et de réussite. Mais derrière l'image du chanteur souriant se cachait un homme fatigué, exigeant envers lui-même, obsédé par la perfection et la peur du déclin. Ses amis racontent qu'il dormait peu, qu'il travaillait sans relâche, qu'il voulait toujours aller plus loin. Le succès lui avait apporté la gloire, mais aussi la solitude. Ses journées étaient remplies de musique, de tournées, de répétitions, mais ses nuits restaient silencieuses. Ses obsèques ont lieu le 15 mars à Paris,
puis à Danemois, le village de l'Essonne où il aimait se retirer. Des milliers de fans se pressent pour lui dire adieu. Des fleurs bleues, blanches et dorées couvrent la petite église. Les visages sont graves, certains chantonnent, comme d'habitude, la chanson devenue symbole de sa carrière, et plus tard adaptée dans le monde entier. Claude François laisse derrière lui l'image d'un artiste passionné, exigeant, mais profondément humain. Son départ brutal rappelle combien la gloire peut côtoyer la fragilité. Si vous avez grandi en écoutant ces chansons, écrivez en commentaire celle qui vous a le plus marqué, celle qui réveille encore vos souvenirs d'une époque pleine de lumière. Numéro 11, Patrick Dewaere. Le 10 à 9 juillet 1982, à Paris, le téléphone reste silencieux dans la maison de la rue Danzig. Le soleil est haut, l'après-midi s'annonce tranquille. Dans sa chambre, Patrick Dewaere ne bouge plus. À 35 ans, le cinéma français vient de perdre l'un de ses talents les plus brillants, l'un de ses visages les plus sincères. Quelques heures plus tôt, il avait passé la matinée à téléphoner à des amis. Il parlait d'un futur tournage, d'un scénario qu'il voulait retravailler. Personne n'a rien remarqué d'inquiétant. Mais dans ses yeux se lisait depuis quelque temps une grande fatigue. Le succès, les amitiés brisées, les déceptions amoureuses avaient laissé des traces profondes. Derrière le sourire charmant de l'acteur, il y avait un homme fragile, hypersensible, qui doutait sans cesse de lui-même. L'après-midi, c'est son entourage qui découvre le drame. Les secours arrivent rapidement, mais rien ne peut être fait. La nouvelle se répand en quelques minutes dans tout Paris. Les radios interrompent leur programme. Le nom de Patrick Dewaere s'affiche sur tous les écrans. Le pays est sous le choc. Patrick Dewaere, c'était une présence unique. Depuis Les Valseuses, il incarnait la liberté, la révolte, la tendresse. Son regard mélangeait la colère et la douceur. Il appartenait à cette génération d'acteurs qui jouaient avec leur âme, sans artifice. Le public français le voyait comme un frère, un ami, quelqu'un de vrai. Ses collègues, de Depardieu à Mio Mio, parlaient de lui avec admiration et respect. Malgré le succès, il se sentait souvent isolé. Sa sensibilité extrême, sa peur de décevoir, son besoin constant de reconnaissance, l'avaient poussé à s'enfermer peu à peu dans la solitude. Les tournages le passionnaient, mais entre deux films, le vide revenait. Ses proches savaient qu'il souffrait d'une tristesse profonde, mais ils espéraient toujours qu'il s'en remettrait. Le jour de ses funérailles, des centaines de personnes se rassemblent au cimetière du Père-Lachaise. Les visages sont fermés, les larmes nombreuses. Les journalistes se taisent, conscients qu'aucun mot ne peut traduire la perte d'un homme aussi sincère. Les fans déposent des photos, des lettres, des fleurs. Patrick Dewaere laisse derrière lui une œuvre dense et vibrante. Ses films continuent d'émouvoir, d'inspirer. Son absence plane encore sur le cinéma français comme une ombre douce et mélancolique. Le 10 à 9 juillet 1982 demeure une date gravée dans la mémoire collective, celle d'un artiste qui a donné tout ce qu'il avait, jusqu'au dernier instant, sans jamais tricher. Numéro 12, Jean Seberg. Le 30 août 1979, à Paris, un silence étrange plane sur l'avenue de Montaigne. La voiture blanche de Jean Seberg est garée depuis plusieurs jours au même endroit. Les passants n'y prêtent plus attention. Ce n'est que le 8 septembre qu'un policier remarque la portière entrouverte. À l'intérieur, l'actrice repose, inerte, dans le siège avant. Le mystère commence. Jean Seberg avait 40 ans. La presse française, qu'il avait adorée depuis à bout de souffle, apprend la nouvelle avec stupeur. Les premiers rapports évoquent une disparition volontaire, mais les circonstances restent floues. La voiture était remplie de lettres, certaines adressées à son fils, d'autres à ses proches. Le monde du cinéma retient son souffle, partagé entre douleur et incompréhension. Les jours précédents, Jean vivait seul dans son appartement parisien. Elle parlait peu, sortait rarement. Sa carrière, autrefois flamboyante, s'était peu à peu effacée. Après ces années de gloire aux côtés de Jean-Luc Godard et François Truffaut, elle avait été victime d'une campagne de harcèlement menée contre elle à la suite de ses engagements politiques. Les journaux américains la présentaient comme instable. En France, elle restait respectée, mais isolée. Les témoins racontent une femme discrète, timide, d'une grande gentillesse, mais marquée par la fatigue. Elle ne supportait plus le poids de la notoriété ni la distance avec son fils. Ses amis les plus proches se souviennent de ses promenades solitaires le long de la Seine, de ses silences prolongés, de son regard perdu dans le vide. Lorsque la nouvelle éclate, Paris se fige. Devant les cinémas des Champs, Élysée,
Les affiches d'à bout de souffle se couvrent de fleurs. Les fans écrivent des messages à la craie sur les trottoirs. Adieu Jean, merci pour ta lumière, tu resteras éternel. Ses funérailles ont lieu le 14 septembre au cimetière de Montparnasse. Les réalisateurs, les acteurs, les amis sont là. Les visages sont graves, le silence lourd. Seule la voix d'un violon accompagne le cortège. La pluie fine qui tombe ce jour-là semble pleurer pour elle. Jean Seberg demeure à jamais la muse fragile de la nouvelle vague. Son sourire, son accent, sa liberté d'esprit ont marqué toute une génération. Sa disparition solitaire reste l'un des plus grands mystères du cinéma français. Le 30 août 1979, Paris a perdu plus qu'une actrice. Elle a perdu un symbole de pureté et de révolte, une femme trop vraie pour survivre à la cruauté du monde. Numéro 13. Mike Brandt. Le 25 avril 1975, à Paris, la matinée est calme. Dans le 6e étage d'un immeuble du 16e arrondissement, les fenêtres donnent sur un ciel gris. Vers 10 heures, un bruit sourd attire l'attention des voisins. Le jeune chanteur israélien, adoré du public français, vient de tomber du balcon de son appartement. Il n'a que 28 ans. Les secours arrivent rapidement. La police ferme les lieux, les journalistes se rassemblent déjà en bas de l'immeuble. En quelques minutes, la nouvelle se répand. La radio interrompt ses programmes. Les animateurs, bouleversés, annoncent la mort du chanteur de Laissez-moi t'aimer, de Qui saura, de C'est ma prière. Paris se fige. La veille, Mike avait dîné avec des amis. Il paraissait calme, même souriant. Mais ceux qui le connaissaient savaient qu'il traversait une période difficile. Le poids du succès, les tournées sans repos, la fatigue et les souvenirs douloureux d'une enfance marquée par la guerre pesaient sur lui. Il vivait seul, souvent enfermé dans un silence que peu comprenaient. Né à Chypre de parents juifs polonais ayant survécu au camp, Mike Brandt portait dans son regard une profondeur mélancolique. En France, il était devenu une idole en quelques mois. Sa voix chaude, son accent étranger, son charme naturel avaient conquis le public. Chaque passage à la télévision attirait des millions de téléspectateurs. Ses disques se vendaient par centaines de milliers. Mais derrière cette image de séducteur se cachait un être fragile, hypersensible, toujours à la recherche d'un équilibre intérieur. Les médecins confirment rapidement que sa chute a été fatale. Les médias évoquent une disparition tragique, les fans refusent d'y croire. Des milliers de lettres affluent vers sa maison de disques. Dans tout le pays, on diffuse ses chansons comme un hommage. Dans les rues de Paris, les haut-parleurs des cafés laissent entendre « Laisse-moi t'aimer », reprise par des voix tremblantes d'émotion. Ces obsèques ont lieu quelques jours plus tard à Haïfa, en Israël. Des foules immenses se déplacent pour lui rendre un dernier hommage. En France, une cérémonie parallèle est organisée. Des artistes, des producteurs et des fans se réunissent dans le recueillement. Mike Brandt reste dans les mémoires comme un artiste lumineux, trop tendre pour le monde qu'il avait conquis. Sa disparition laisse un vide immense dans la chanson française. Le 25 avril 1975, une voix s'est tue, mais son écho continue de vibrer dans le cœur de ceux qui l'ont aimé. Numéro 14, Anton Yelchin. Le 10 à 9 juin 2016, à Los Angeles, la journée s'annonce ensoleillée. Dans la maison de l'acteur, personne ne se doute du drame qui vient de se produire. Vers minuit, un groupe d'amis s'inquiète de son absence à une répétition. Ils se rendent chez lui. En arrivant, ils découvrent sa voiture arrêtée dans l'allée. Derrière le portail, Anton Yelchin est retrouvé sans vie, coincé entre son véhicule et un mur de briques. Il avait 27 ans. Le rapport de police parlera d'un accident domestique rarissime. Le levier de vitesse du véhicule avait glissé alors qu'il descendait vérifier le courrier. L'acteur, surpris, n'a pas eu le temps de réagir. La scène est silencieuse, brutale, incompréhensible. Quelques heures plus tard, les médias du monde entier annoncent la nouvelle. Les réseaux sociaux s'emplissent d'hommages. Anton Yelchin était né à Saint-Pétersbourg, puis arrivé très jeune aux États-Unis avec ses parents, anciens patineurs artistiques. En quelques années, il était devenu une étoile montante du cinéma américain. Son rôle de Pavel Chekhov dans la nouvelle saga Star Trek lui avait offert la reconnaissance mondiale. Les Français l'avaient découvert dans Like Crazy, où son naturel et sa sensibilité avaient conquis le public. Les collègues qui travaillaient avec lui décrivent un artiste modeste, passionné, discret. Il aimait la photographie, la musique, les livres anciens. Il vivait simplement, entouré de quelques amis fidèles, loin du luxe d'Hollywood. La veille du drame, il avait assisté à un concert et parlé avec enthousiasme de son prochain film.
Personne n'imaginait que ce serait la dernière fois qu'on entendrait sa voix. Le lendemain, le monde du cinéma se fige. Les studios Paramount publient un communiqué bouleversant. À Paris, les fans de science-fiction déposent des fleurs devant le cinéma Grand Rex. Les critiques français saluent son intelligence et son talent rare, rappelant qu'il appartenait à cette génération d'acteurs capables de tout jouer, du drame à la comédie, du blockbuster à l'art d'auteur. Ses obsèques ont lieu quelques jours plus tard à Los Angeles, en présence de sa famille et de ses amis. La cérémonie est sobre, empreinte de tristesse et de respect. Son nom sera plus tard gravé sur le mur du Hollywood Forever Cemetery. Anton Yelchin laisse derrière lui une carrière courte mais éclatante. Sa disparition brutale reste l'un des accidents les plus marquants du cinéma moderne. Le 10 à 9 juin 2016, le monde a perdu un jeune homme talentueux, curieux et lumineux, parti sans bruit, au sommet de sa promesse. Numéro 15, Brittany Murphy. Le 20 décembre 2009, à Los Angeles, la maison sur les collines d'Hollywood reste silencieuse. Le matin, sa mère monte l'escalier et frappe à la porte de la salle de bain. Aucune réponse. Quelques minutes plus tard, Brittany Murphy est retrouvée allongée sur le sol, inconsciente. Les secours arrivent rapidement, mais il est déjà trop tard. L'actrice s'éteint à seulement 32 ans, laissant derrière elle une carrière prometteuse et une énigme qui hantera longtemps Hollywood. La veille, elle s'était plainte d'un malaise. Fatiguée par les tournages, affaiblie par une toux persistante, elle avait préféré rester à la maison. Ses proches pensaient qu'elle se reposerait. Rien ne laissait présager un drame. Au matin du 20 décembre, tout bascule. La jeune femme, connue pour son énergie et son sourire radieux, disparaît dans le silence de sa propre maison. Les jours suivants, la presse américaine et française s'empare de l'affaire. Les premières analyses évoquent une pneumonie compliquée et une grande fatigue. La nouvelle provoque une onde de choc. À Paris, où ses films Clueless, 8 Mile et Sin City avaient séduit un large public, les chaînes de télévision diffusent des hommages. Les journalistes rappellent son charme naturel, sa voix singulière et cette fraîcheur rare qui la distinguait. Brittany Murphy était née à Atlanta, puis avait grandi à New Jersey avant de s'installer à Los Angeles avec sa mère. Dès l'enfance, elle rêvait de cinéma. Elle avait connu la gloire très jeune, enchaînant les comédies romantiques et les drames. Mais derrière la lumière des plateaux se cachait une vie instable, marquée par le stress, les critiques et la pression d'un milieu impitoyable. Ses amis la décrivaient comme sensible, généreuse, mais épuisée par les exigences du succès. Son mari, Simon Monjack, bouleversé, reste cloîtré dans la maison après sa disparition. Quelques mois plus tard, il décède à son tour, dans la même chambre. La coïncidence renforce les rumeurs, mais la famille demande le respect et le silence. Les funérailles de Brittany se tiennent à Forest Lawn Memorial Park, à Los Angeles. Des collègues et amis viennent déposer des roses blanches. Les fans du monde entier la pleurent, se souvenant de son rire léger et de son regard d'enfant. Brittany Murphy demeure une figure lumineuse du cinéma des années 2000, une actrice sincère partie trop tôt. Le 20 décembre 2009 restera gravé comme le jour où Hollywood a perdu l'un de ses sourires les plus doux. Si vous aimez les histoires vraies et les destins oubliés, abonnez-vous dès maintenant et on se retrouve très bientôt pour découvrir d'autres récits émouvants.